Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview exceptionnelle Science Maroc en compagnie de son Excellence Monsieur Miguel Ángel Moratinos, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Espagne de 2004 à 2010 et actuel haut représentant des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations. Bonjour Monsieur Moratinos et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un honneur, un privilège de vous rencontrer, même si c'est par des écrans interposés et par la vidéoconférence, mais j'ai toujours gardé un très bon souvenir de ma présence personnelle dans Sciences Po Menton. Je suis allé deux fois. J'ai pu aussi m'entretenir et échanger avec les étudiants pendant 2 jours. Et j'étais toujours impressionné par le niveau d'excellence de l'échange, la qualité des questions et l'intérêt de tous les étudiants. Alors j'espère que notre conversation puisse continuer à attirer l'attention et l'intérêt de tous vos collègues et étudiants à mon temps. Comme vous savez, moi j'étais prof à PSIA, à Paris School International Affairs, pendant 7 ans, c'est-à-dire la branche internationale de Sciences Po. Et je garde un souvenir extraordinaire de l'expérience que m'a permis d'échanger et d'apprendre et de m'intéresser à la façon de pouvoir donner à ces nouvelles générations euh, ce qui a été mon expérience et ce qui a été mon itinéraire professionnel pendant toutes ces années. Alors, tout à fait à votre disponibilité. Merci, M. Azedine Lalou, pour m'avoir demandé de participer à cette séance. Et évidemment, je suis prêt à répondre à toutes vos questions et essayer de trouver un terrain d'intérêt commun. Merci beaucoup. En tout cas, tout le plaisir est pour nous. On va commencer avec la première question. Nous, en tant qu'étudiants de sciences politiques, on a souvent entendu parler de la thèse de Samuel Huntington, du choc des civilisations, mais finalement peu de l'alliance des civilisations, qui serait donc en quelque sorte son opposé. Pourriez-vous donc nous expliquer en quoi consiste l'initiative de l'Alliance des civilisations, dont vous êtes le haut représentant, quelles sont ses missions et quelle a été la genèse du projet? Vous savez, c'est curieux parce que l'année dernière, on vient de commencer une nouvelle année, mais en 2022 coïncide avec le 30e, disons, anniversaire aux commémorations du fameux discours du professeur émérite américain de l'Université de Harvard, de sa thèse sur un choc des civilisations. C'était une thèse conservatrice qui répondait à un moment politique géostratégique particulier dans les enceintes politiques, académiques, géopolitiques de l'Amérique du Nord et qui, évidemment, a eu un grand succès. Et lors de mon dernier forum de Global à Fès qu'on a eu au Maroc cette année dernière, le 22 novembre 2022, dans mon intervention, je fais rappel à cette thèse et pourquoi aujourd'hui, 30 ans plus tard, je peux dire haut et fort que c'était une mauvaise, disons, euh, approche et que ce qui existait, ce n'était pas un choc de civilisation, c'était peut-être un choc d'ignorance, c'était un choc des intérêts politiques, hégémoniques de la part des différents acteurs, mais qu'il n'y a pas de choc de civilisation. Et j'ai voulu dire d'une façon solennelle, d'une façon claire et avec des arguments qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'une alliance de civilisation, d'entente, de respect mutuel, de connaissance, d'essayer de trouver un vivre ensemble que malheureusement, la dynamique géopolitique de nos jours ne nous permet pas de montrer comme c'est la tendance générale qu'on devrait suivre. C'est pour cela que la déclaration politique de Fès, qui a été approuvée par tous les participants lors du forum
le 9e forum global de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, marque, disons, le chemin qu'on devrait, la communauté internationale, entreprendre ensemble pour changer ces perspectives plutôt négatives qui se dessinent dans l'horizon de l'univers international. L'Alliance des civilisations est née quelques années plus tard, après la thèse de Samuel Huntington. Elle est née en sachant que les attentats terroristes marquaient une certaine division entre l'Est et l'Ouest, entre l'Occident et le monde arabo-musulman, et que, à l'époque, j'étais ministre des Affaires étrangères, le président José Rodríguez Zapatero était le président gouvernement espagnol. On a décidé que devant les attentats terroristes en septembre, à New York, à Londres, à Bali, à Madrid, le 11 mars 2004, l'Occident devait travailler ensemble parce que les attentats terroristes ne se produisaient pas seulement en territoire occidental, en territoire européen ou en Amérique du Nord, mais dans des pays arabes, dans des pays musulmans, c'est-à-dire la menace terroriste était universelle et qu'on devait travailler ensemble pour démontrer qu'on pouvait battre et éliminer ces barbares qui veulent évidemment un monde d'insécurité et qui veulent détruire ce que l'humanité a construit au fur et à mesure pendant toute cette évolution humaine. C'est pour cela que quand on a l'idée d'avoir une stratégie collective Occident, monde arabo-musulman, le président Zapatero, Zapatero a eu l'idée de dire, bon, la façon de répondre à cette thèse négative qui a été prononcée et défendue par le professeur Samuel Huntington, c'est au lieu d'avoir un choc de civilisation, faisons ensemble une alliance de civilisation. On a 18 ans cette année, on fera 18 ans de mise en exécution de l'alliance, parce que la présentation de l'alliance a été faite en septembre 2004 à l'Assemblée générale, pendant la semaine ministérielle de l'Assemblée générale des Nations unies, par le président Zapatero, mais c'est en juillet 2005, le 15 juillet 2005, que le secrétaire général Kofi Annan a fait de cette initiative présentée par l'Espagne et soutenue par la Turquie une initiative des Nations unies. Depuis lors, l'Alliance a grandi en ressources humaines, en ressources de membres des pays amis qui se sont adhérés à l'initiative. Et on peut dire avec satisfaction qu'aujourd'hui, on est environ de 150, 160 pays et organisations qui font partie de l'Alliance des civilisations. C'est-à-dire qu'il y a une vocation universelle pour établir la plateforme absolument nécessaire de dialogue, d'entente et de respect pour pouvoir vivre ensemble dans ce monde tellement complexe et tellement difficile qui nous demande chaque jour une demande de réaction vis-à-vis des différents défis qui se présentent devant nous. C'est pour cela qu'on peut dire qu'on est dans l'âge majeur, on est des adultes, on a maintenant presque 18 ans, on fera en 2024 20 ans de l'Alliance et il y en aura en Lisbonne la possibilité de faire le 10e forum global avec une perception plus universelle. Ce n'est pas seulement le monde arabo-musulman et l'Occident, mais c'est l'Asie, c'est une civilisation comme le continent civilisation de la Chine, ou l'Inde, ou l'Afrique qui demande une place plus importante dans les responsabilités mondiales, ou l'Amérique latine et les problèmes de communautés indigènes, comme on voit aujourd'hui dans dans la partie sud de l'Amérique du Sud. Alors,
on ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui, on est dans une planète Terre, comme dirait Jacques Morin, une patrie humaine qui demande des règles, des procédures, des passerelles pour que chacun, en respectant les origines, leur histoire, leur identité, leur culture, les civilisations, puisse vivre en paix, en justice et en prospérité les décennies futures. C'est ça la tâche et c'est ça l'objectif qu'on est en train d'essayer de mettre sur place pour pouvoir aider les États et les citoyens du monde à trouver une solution. Le motto de l'Alliance des civilisations est très clair, c'est Many Cultures, One Humanity, c'est-à-dire beaucoup de cultures, mais une seule humanité. Nous sommes une seule humanité qui doit survivre aux différents défis. Il y a le défi climatique, le changement climatique, mais il y a le défi de sauver l'humanité. On doit sauver la planète, mais on doit sauver l'humanité. C'est ça les grandes lignes de notre action. Merci. Et vous l'avez rappelé dans votre réponse, la neuvième édition du Forum de l'Alliance des civilisations a pris fin en novembre 2022 à Fès. Pourquoi avoir choisi le Maroc pour la tenue de ce forum? Et plus précisément, pourquoi avoir choisi Fès? Le choix des pays, vous savez, c'était la neuvième édition du forum. Le premier forum avait eu lieu à Madrid, après en Turquie, en Istanbul, les deux pays qui soutiennent l'Alliance depuis le début de sa présentation auprès de la communauté internationale. Et après, on est allé au Brésil, on est allé à Doha, on est allé à Vienne, on est allé en Indonésie, on est allé à Azerbaïdjan, on est allé à New York. Finalement, il manquait l'Afrique. Il fallait que le forum se tienne en territoire africain. Et le Maroc, Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu la volonté, surtout le privilège pour nous, d'offrir le Maroc comme pays hôte pour accueillir le 9e Forum global de l'Alliance. Et pour plusieurs raisons. Primo, comme je vous dis, parce qu'il fallait que le forum se tienne dans le continent africain. Deuxièmement, parce que le Maroc, c'est un pays qui, pendant toutes les dernières décennies, pendant son histoire, il a pratiqué d'une façon ou d'une autre cette vision de vivre ensemble. Et récemment, les dernières décisions de Sa Majesté le roi Mohamed VI en matière de respect du judaïsme, d'introduire le judaïsme dans les études, dans les curriculums du système éducatif marocain, montre ce respect des religions, de différentes confessions religieuses, etc. Et parce qu'ils ont toujours eu un rôle essentiel dans cette approche de modération, de respect de l'autre. La visite du pape François au Maroc il y a 3 ans, au Maroc, les textes qu'ils ont signés, qu'ils ont proclamés ensemble, aussi bien le pape François que Sa Majesté le roi Mohamed VI, montrent le pas en avant pour dépasser ce que c'est un monde qui se tolère à un monde qui réclame les droits de chaque individu, avoir sa religion, sa culture, son identité et exige le respect de chacun d'entre nous. Et c'est dans cet esprit que le Maroc montrait déjà une référence qui nous permettait d'assumer avec un degré de succès la tenue, le développement du forum. Fès, c'était un choix de Sa Majesté le roi Mohamed VI et de leadership marocain parce que Fès, c'est une ville un carrefour de culture, de religion. Ils ont parcouru pendant leur histoire toutes les influences qui se sont croisées en territoire marocain et quelle ville au Maroc pouvait montrer cette croisée de chemin qui faisait de Fès un mode d'inspiration.
Et d'ailleurs, ça a été par tous les participants très bien ressenti, le choix que FES pouvait marquer la direction d'esprit du futur plan d'action, de l'action, des activités de l'Alliance. C'est pour cela que la déclaration de FES, comme aussi bien le message royal qui a été lu par le conseiller royal André Azoulay le jour de l'inauguration, montre le chemin que l'Alliance doit maintenant poursuivre pour continuer à travailler pour cette entente globale qui est difficile, mais qui est absolument nécessaire. Pour parler d'un sujet un peu plus global, il y a un événement géopolitique majeur qui a chamboulé la scène internationale, qui est la guerre en Ukraine. Est-ce que vous pensez que cette guerre remet en cause la notion d'alliance des civilisations et réhabilite au contraire la prééminence de la violence sur la diplomatie? Vous savez, l'importance du message de Fès et de la tenue de la réunion à Fès, c'est que les gens, pas nous, mais disons tous les commentaires, les différents éditoriaux, les différentes analyses qui ont été faites suite au forum de Fès ont été très positifs. Le titre qu'on a choisi pour la rencontre était déjà euh, très clair. Qu'est-ce qu'on voulait faire à Fès? À un moment, on entendait seulement les tambours de guerre. On voulait aussi écouter les tambours de la paix. C'est pour cela qu'on a dit pour l'alliance de la paix, pour vivre ensemble comme une seule humanité. Ça, c'est le titre non, de journée qu'on a eu à faire. C'est-à-dire, le message fort était une alliance de civilisation pour la paix. Et c'est la paix qui doit prévaloir. Euh, vous savez, si une réflexion est ressortie très fort de fait, c'est que on ne peut pas faire la paix, c'est au moins mon avis, par la guerre et la violence. Et c'est ça, malheureusement, les contradictions que nous sommes en train de vivre au sein de la communauté internationale. C'est quand même paradoxal, quoi. Au début du XXe siècle, dans un siècle, on a avancé dans tous les domaines scientifiques, on a des progrès extraordinaires en matière d'intelligence artificielle, on a des énormes progrès en matière de recherche biologique, de recherche médicale, d'avancées technologiques, de communication. Et malheureusement, en ce qui concerne la violence, on n'arrive pas à trouver la façon de réduire, de l'éliminer. Et tous les efforts de l'humanité, c'est la diplomatie qui a essayé de trouver des préventions, des négociations, de médiation pour arriver à des accords pacifiques et à travers le dialogue, ont échoué étant donné l'invasion de l'Ukraine par la Fédération russe, qui est une violation claire et nette de principes, d'objectifs de la Charte des Nations Unies. Il n'y a rien à dire, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, il faut la récupérer. Mais cela dit, ce qu'on constate, au moins depuis la plateforme de l'Alliance de civilisation, c'est le manque de diplomatie pour essayer de trouver des solutions à ce conflit. Et c'est cet élément de comment on peut, dans ce siècle qui a commencé, qu'on a seulement 22, 23 années du XXe siècle, comment on pourra établir des mécanismes pour essayer de vivre ensemble, d'établir une modus vivendi, une coexistence entre différents acteurs pour pouvoir construire le monde de nos jours et de demain. Et c'est ça qui a été le message fort, une alliance pour la paix des civilisations, qui a été le message fort et qu'évidemment il faut continuer, nous sommes en train de continuer dans la volonté de mettre en application la déclaration de Fès et on va continuer à faire tous les efforts pour amener
la paix dans cette région, qu'en fin de compte, ceux qui souffrent le plus, c'est les citoyens ukrainiens qui tous les jours se lèvent avec les bombes et la destruction et l'angoisse de savoir que leur futur est mis en péril chaque jour. C'est pour cela qu'il faut essayer, même si ce n'est pas le courant politiquement majoritaire aujourd'hui, mais depuis ma responsabilité comme représentant de l'Alliance de civilisation des Nations Unies, je crois que mon devoir et ma responsabilité, c'est pour insister sur la nécessité d'une option diplomatique qui puisse se mettre en pied le plus rapidement possible pour éviter les destructions et les horreurs de cette guerre. Alors, il y a une autre région qui a cruellement besoin de paix et d'apaisement, c'est le Moyen-Orient, une région qu'on étudie de très près à Sciences Po Menton, mais on constate malheureusement que les tensions n'ont pas l'air de se diriger vers l'apaisement, que ce soit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais aussi en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien. Pour rappel, vous avez été pendant 6 ans envoyé spécial de l'Union européenne au Proche-Orient pour le processus de paix israélo-palestinien. Est-ce qu'une issue pacifique aux tensions du Proche-Orient est encore possible selon vous? On constate avec amertume et une certaine frustration que jamais, je dis jamais, même si pendant les dernières décennies, malheureusement, le Proche-Orient n'a pas eu une situation de paix, de prospérité et d'espoir pour leur population. Ce qui est encore plus triste et ce qui est encore plus dérangeant, c'est de constater, disons, que le Proche-Orient est presque en dehors de l'agenda international. C'est-à-dire que la situation au Proche-Orient est de plus en plus fragmentée, plus grave. Ce n'est pas seulement les conflits historiques, comme vous avez évoqué, le conflit israélo-palestinien, qui me semble trouver pas une voie de sortie, malheureusement, même si moi je reste toujours engagé pour essayer de deux parties de trouver une sortie, parce que c'est la clé majeure pour la stabilité dans toute la région, et on ne peut pas le nier, on ne peut pas négliger cette nécessité d'une paix entre Palestiniens et Israéliens. Et il y a la continuité de la situation en Syrie, il y a la crise au Liban, il y a le Maroc et l'Algérie, c'est-à-dire que le Proche-Orient et la Méditerranée souffrent aujourd'hui d'une situation vraiment euh, très grave. Et par contre, de façon étrange, elle n'est pas dans la priorité de l'agenda. L'agenda, c'est évidemment l'Ukraine, personne ne dit que ça doit être la priorité dans nos jours, mais il y a d'autres conflits, il y a ces crises, et ils ont été là, ils sont toujours là. Est-ce qu'il y a un engagement sérieux? Est-ce que nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des initiatives de paix? Est-ce qu'il y a un projet de paix pour toute la région? euh, Plus on a besoin de diplomatie dans la région et plus on constate une certaine, disons, impuissance devant les événements et une certaine fatigue de la part de l'Occident en général, des États-Unis qui a déjà tourné leur priorité vers l'Asie et le Pacifique et qui laisse aux autres cette région, et l'Union européenne, avec toutes mes regrets, qui n'arrive pas à s'engager sérieusement devant une région qui est vitale.
Ce n'est pas parce que ça soit le voisinage le plus près de nous, comme Européens, et c'est tous les grands enjeux qui peuvent affecter la sécurité, la paix et la stabilité européenne se jouent une grande majorité ce qui peut se passer au Proche-Orient. Et là, on ne voit pas que l'Europe soit présente et on peut constater pourquoi, mais au moins, on devrait déjà arriver à un constat que maintenant, il faudrait s'immobiliser d'une façon plus accrue et plus active vers cette région, chose qui, à mon avis, pour l'instant, ne se fait pas. Alors, je le rappelais en introduction, vous avez été ministre des Affaires étrangères de l'Espagne pendant 6 ans et vous connaissez donc bien les coulisses des relations maroco-espagnoles, d'autant plus que vous avez été conseiller politique à l'ambassade du Royaume d'Espagne au Maroc pendant 3 ans. Votre mandat de ministre a été marqué par un réchauffement considérable des relations entre le Maroc et l'Espagne, qui avait été mise à mal, notamment sous la présidence de José Aznar. Pourquoi est-ce que le gouvernement auquel vous avez appartenu tenait-il à ce point à entretenir une bonne relation avec le Maroc? Non, je crois que les rapports avec le Maroc sont très anciens, ont marqué ma vie personnelle et professionnelle, étant donné que ça a été mon deuxième poste diplomatique. C'est là où j'ai découvert notre monde. J'ai eu jusqu'à arriver à Rabat comme conseiller politique. Euh, J'avais été en Yougoslavie, l'ancienne Yougoslavie. J'étais expert en matière de politique de pays de l'Est. Et c'est à Rabat où j'ai découvert le monde arabe, la Méditerranée, les enjeux civilisationnels entre l'Orient et l'Occident, etc. C'est-à-dire, cela fait déjà, depuis 1984, plus de 37 années, plus ou moins, que je suis arrivé au port de Tanger. Et comme disait un grand ambassadeur espagnol, Fernando de la Serna, tan cerca y tan lejos, si proche et si loin. Un détroit qui sépare l'Espagne et le Maroc, le détroit de Gibraltar, 14 kilomètres, une rupture économique et sociale énorme. Le Maroc aujourd'hui a un PIB per capita à peu près de 3 000 et quelques dollars ou euros par mois, par année, pardon, et l'Espagne 30 000, c'est-à-dire une division, une rupture euh, brutale, et en même temps une histoire et une géographie qu'on a partagée à lo long de toute notre vie. Et cette histoire, cette géographie, je remarque ici que il n'y a pas d'historiens, il n'y a pas de géographes dans les bureaux des chefs de Premier ministre ou de ministre des Affaires étrangères. Il faudrait, chaque fois qu'on aborde une situation de crise, il faut avoir une connaissance de l'histoire. Et il faut regarder les cartes. Parce que si on ne regarde pas les cartes, on ne comprend pas pourquoi. Et je crois que l'histoire et la géographie ont fait que l'Espagne et le Maroc ont eu cette histoire longue, avec des hauts et des bas, mais avec des allées et des retours, avec des influences mutuelles, que ce soit par la présence arabe en Espagne, par la présence de l'Andalous au Maroc. Quand vous parlez de Fès, vous parlez de tout ce que le monde Andalousie a fait à Fès, et vice-versa, quand vous allez en Andalousie, vous avez tout le nègre, de toute la présence musulmane en Espagne. C'est-à-dire un long parcours qui ont animé les relations entre l'Espagne et le Maroc. Et évidemment, quand je suis arrivé en 1984 au Maroc, les rapports entre l'Espagne et le Maroc étaient dans cette phase que j'appellerais de construction. J'ai beaucoup réfléchi sur les différentes étapes entre le Maroc et l'Espagne et le Maroc. Dans
disons, la partie moderne. Non, on ne va pas faire l'histoire, comme je vous disais, de la période ancienne, mais disons depuis la période coloniale. Période coloniale, je vous dirais, je profite de cette occasion pour dire qu'il faudrait réviser, parce que du traité d'Algésiras en 1906, c'est jusqu'au traité de Fès, où on établit le protectorat avec la France et l'Espagne. L'Espagne, on lui accorde la partie nord du Maroc, non? Le Maroc utile, disons comme ça reste dans les contrôles et les mains de la France. Bon, qui est fini par l'indépendance en 1956, par le retour de Mohamed V au pays. Cette période coloniale, bon, c'est elle qui était à l'époque, mais que je dis que même si, évidemment, a marqué des points le monde, il y a beaucoup de choses à dire sur cette période, mais c'est une période qu'il faut aussi connaître pour comprendre aussi les enjeux et les problèmes qui se posent vis-à-vis, au point de vue société et génération actuelle entre le Maroc et des pays plus proches du Maroc, comme c'est la France et l'Espagne. Et ça, c'était la période coloniale. Après, il y a eu la période de l'indépendance, non? Une deuxième période importante, avec immédiatement le feu roi Hassan II et en Espagne, un général qui était parti du Maroc pour prendre le pouvoir et devenir bon, le, chef d'État d'une dictature, d'un régime autoritaire, et qui, évidemment, gardait avec le Maroc une relation particulière. C'est cette période que, je dirais, de dirigeants autoritaires. Le roi Hassan II est un homme extraordinaire. Je garde un souvenir extraordinaire de mes rencontres avec lui, au point de vue de sa culture, sa capacité, mais c'était quelqu'un qui avait cette caractéristique. Et Franco, les rapports entre l'Espagne et le Maroc se sont faits avec, je dirais, c'est la période de la méfiance. Il n'y a pas de confiance mutuelle. Il y a la crise de pêche, le phosphate, il y a euh, juste à la fin du mandat du franquiste, et la grande initiative du roi du Maroc, de Feu Hassan II, de la marche verte en novembre 1975. Non? C'est une autre période, c'était une période de méfiance. On entend, on s'entend bien, on se respecte, mais il n'y a pas de relation profonde. Et la troisième période, c'est celle que je vous dis, qu'il est plus ou moins un peu plus tard, quand, comme jeune diplomate, j'arrive au Maroc en 84. C'est la période de la démocratie en Espagne, du roi Juan Carlos Ier, d'une grande partie encore avec le roi Hassan II, et qui commence à vouloir trouver des rapports plus structurés. Et c'est là où je peux dire que je participais, comme bien d'autres personnalités, à ce qui est ce début de rencontre, premièrement au niveau politique, institutionnel, et après au point de vue société. Et qu'on a marché ensemble, on a essayé de construire une nouvelle relation. Ce qu'on appelait à l'époque, quand après j'ai eu la responsabilité quand j'étais sous-directeur d'Afrique du Nord, au ministère des Affaires étrangères, après 3 ans à Rabat, je suis rentré à Madrid, au ministère des Affaires étrangères, et je m'occupais du Maghreb, évidemment, du Maroc. Et là, on a
on a réfléchi pourquoi ces relations de voisinage étaient pratiquement chaque année perturbées par des crises différentes, non, que ce soit des crises sécuritaires, territoriales, de pêche, différents incidents qui menaient toujours à n'avoir pas une relation solide et stable. C'est ce qu'on a, cela nous a emmené à ce qu'en espagnol on disait, il faut créer un colchon d'intérêts, c'est-à-dire un matelas d'intérêts, c'est-à-dire entre l'Espagne et le Maroc, il n'y avait pas d'intérêt. Il y avait l'histoire, il y avait une géographie. Il n'y avait pas d'intérêt entre les sociétés, il n'y avait pas d'intérêt à part la pêche, le phosphate, il n'y avait pas d'intérêt dans le milieu économique ou financier, il n'y avait pas d'intérêt dans le milieu sécuritaire, de travailler ensemble, il n'y avait pas d'intérêt commun. Il fallait créer un agenda commun. Et ces agendas, ces intérêts communs, bon, comme tout les politiques de voisinage, il y a toujours des crises, c'est normal, pouvaient amortir les conséquences des crises. Et s'il n'y avait pas d'intérêt, il y aurait toujours de confrontation. Et c'est cette période où j'ai, au début à Rabat, comme jeune diplomate, et après à Madrid comme sous-directeur, qu'on a su élaborer ensemble et qui a fini par se manifester en 1991 par la signature du traité d'amitié, de bon voisinage et coopération. Le traité que la semaine prochaine, le 28 janvier, fera 30 ans de sa mise en vigueur. Ça fait 30 ans qu'on avait signé. Je me rappelle comment on avait négocié avec mon directeur général à l'époque, à Rabat. Et les pages, les textes de ce traité qui, si vous le relisez aujourd'hui, vous montrent déjà la vision qu'on avait pour stabiliser, renforcer les différents secteurs de coopération entre le Maroc et l'Espagne. Ça, c'est la troisième étape qui a eu beaucoup d'évolutions. Et finalement, la quatrième, c'est celle qu'on est en train de vivre maintenant. C'est une étape qui va, à mon avis, se manifester d'une façon plus claire lors de la prochaine réunion de haut niveau qui, semble-t-il, a été annoncée pour le 1er et 2 février de cette année, c'est-à-dire dans 2 semaines, où l'Espagne et le Maroc vont, à mon avis, souder une relation de maturité et de respect mutuel. C'est-à-dire les deux pays en sachant qu'ils ont arrivé à un niveau de stabilité interne, de développement interne, de volonté, et qu'ensemble, à part régler les questions bilatérales qui vont dans un très bon chemin, euh, veulent jouer un rôle que jusqu'à présent n'était pas, on ne leur avait pas accordé. C'est pour cela que je vous dis qu'il faut revoir la période coloniale, où évidemment le Maroc était un pays soumis par les puissances coloniales, la France et l'Espagne, mais c'était la France qui gouvernait. Et l'Espagne était le disons, la sous-puissance coloniale au nord. On nous donnait le nord parce qu'on croyait que c'était moins productif, le RIF, les difficultés. Mais on était un sous-produit. L'Espagne n'avait pas participé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était la période franquiste. On était isolé. Le Maroc, évidemment, était soumis à cette présence. Mais maintenant, l'histoire a fait que les deux pays, l'Espagne et le Maroc, l'Espagne, maintenant, c'est un pays clé dans la construction européenne. On n'a aucun, disons, un sentiment d'infériorité devant les grands acteurs internationaux. Et le Maroc, c'est la même chose.
il y avait eu toujours la crainte que le Maroc était vis-à-vis de la grande puissance algérienne de, et non alignée, la capacité de production d'hydrocarbures, de pétrole. Et le Maroc, on disait qu'il ne décrochait pas, il n'arrive pas. Et maintenant, tout d'un coup, on découvre un Maroc plus moderne, qui évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut qu'il continue à travailler pour améliorer tout son système social et économique, etc. Mais qui déjà, par rapport aux autres acteurs africains et de la région, montre déjà une voie d'une grande réussite. Et c'est à ce moment-là, dans un moment d'un tournant géopolitique mondial, que le Maroc et l'Espagne vont se retrouver. Ils vont se retrouver et, à mon avis, ça sera le moment d'envisager ce que j'ai toujours défendu, c'est cette verticale Europe-Afrique qui passe par la Méditerranée et un centre de gravité sur le Maroc et l'Espagne. Et ce point de liaison entre l'Europe et l'Afrique, un continent comme l'Africain qui réclame un poids, une présence majeure, et l'Europe qui aussi veut retrouver une zone d'influence qui a malheureusement perdu pendant les dernières années, qu'il faut retrouver. Et là, le Maroc et l'Espagne vont se retrouver ensemble pour diriger cette nouvelle verticale qui puisse donner un sens à un nouveau enjeu géopolitique essentiel pour le futur des Européens et des Africains. C'est ça donc que je vois le rôle de l'Espagne et le Maroc, un pied d'égalité, avec une maturité politique très, très élevée. Évidemment, il y aura toujours des difficultés et des problèmes, mais avec une direction claire. Et ce qui m'a donné une grande tranquillité, euh, qui m'a fait penser que les choses vont bien, c'est voir comment, pendant cette Coupe du monde de football, les sociétés maroco-espagnoles, dans des matchs qui jouaient entre les deux pays, et se sont comportés, comment ils ont réagi. Et la victoire marocaine a été accueillie avec beaucoup de respect, de reconnaissance de la part espagnole et vice-versa. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu comme d'autres pays européens où la communauté des migrants marocains, non, non. La maturité de comportement des sociétés marocaines et espagnoles suite au match de football qui exprime les sentiments les plus, disons, émotionnels, qui sont les plus directs, les plus réels. C'est pas quelque chose, c'est pas une déclaration des ministres, c'est pas une déclaration de chef d'État, c'est le peuple, c'est les gens se sont manifestés pour cette synergie, pour cette complicité entre Marocains et Espagnols. Et ça, c'est une, une réalité nouvelle qu'il faut évidemment continuer à préserver, comme tout en politique. On ne peut pas dire que tout est gagné. Il faut continuer à travailler ensemble pour une meilleure connaissance, un meilleur respect. Et je crois que dans cet esprit qu'il faut euh, marquer la nouvelle étape de relations entre l'Espagne et le Maroc. Justement, dans la même optique, on voit également monter en Espagne et auparavant au Maroc des partis plutôt extrémistes qui prônent le rejet de l'étranger, prêchent des discours xénophobes et finalement renferment les pays sur eux-mêmes. Alors, on voulait vous demander comment continuer à promouvoir la compréhension et le dialogue entre les peuples contre l'extrémisme des deux côtés de la Méditerranée et en d'autres termes, comment faire reculer, selon vous, les populismes. Bon, c'est ça mon rôle comme représentant de la grande civilisation. Et entre le Maroc et l'Espagne, je vous dis que les choses vont bien. Évidemment, il faut être attentif.
il y a des cas ici et là qui peuvent se montrer. Mais je crois que entre le nord et le sud de la Méditerranée, les populations n'auraient pas une tendance naturelle à cette confrontation. Il faut se connaître davantage. Il faut avoir la capacité de se rencontrer plus. Et quand on se rencontre, quand on s'écoute, on se respecte, on peut arriver à vivre ensemble. Et je crois que ça, c'est la matière qu'il faut développer de plus en plus. On est en train d'élaborer une stratégie renouvelée de la Méditerranée, de l'Alliance des civilisations. On pensait faire une grande conférence en Palma de Mallorca. On va essayer de le faire pendant cette année. Et là, on va essayer de montrer les raisons pourquoi le Nord et le Sud, pourquoi cette vision euro-méditerranéenne doit être toujours présente. Vous, à Menton, vous faites partie de cette volonté et vous pouvez constater entre vous-mêmes que vous avez des étudiants de tous les différents pays de la région et qui d'ailleurs, vous faites un travail extraordinaire pour que, transmettre vos expériences à vos pays, à vos sociétés, chacun dans les respectives responsabilités. Alors, malheureusement, il y a des tendances politiques négatives qui cherchent le renforcement, qui cherchent l'inclusion. Moi, je ne comprendrai pas et je lutte et je veux continuer à m'engager à qu'il n'y ait pas une Europe forteresse. Je crois que c'est une. On l'a démontré, l'histoire l'a démontré quand au Moyen Âge ou un peu plus tard, bon, il y avait des châteaux forts. On peut résister dans une oasis, non? Mais jusqu'à quand? Une société moderne, c'est une société multiculturelle qui s'enrichit par les apportations de chacun d'entre nous dans tous les domaines, que ce soit scientifique, culturel, artistique, économique. Il y a une volonté, on n'a pas su développer suffisamment les objectifs réels de la déclaration de Barcelone. Il manque un modèle économique de co-développement entre le nord et le sud de la Méditerranée. Comme disait mon ami, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Maroc, Mohamed Ben Aïssa, la globalisation a tué le voisinage. C'est-à-dire, on préfère investir à Singapour au lieu d'investir à Casablanca. S'il y a une économie d'échelle qui pourrait se développer, il y a des complémentarités naturelles, que ce soit au point de vue énergie ou au point de vue technologie moderne. C'est-à-dire, il y a tellement de choses à faire que, qui est évidente qu'il faut rompre cette politique d'exclusion, de blocage, d'obstacles. Tout ce qui s'est passé dernièrement vis-à-vis du mécontentement de beaucoup de populations maghrébines vis-à-vis de l'Europe en général, mais un pays en particulier sur les visas, montre que c'est pas tenable, non? C'est-à-dire, on est dans une société la plus technologiquement développée et on dit qu'on ne peut pas voyager parce que il y a des quotas, mais des commandes de quotas. Il y a seulement des raisons de visa, c'est les méchants, c'est-à-dire les terroristes et les migrants. Bon, les migrants, si on offre, on développe les pays, on va prendre un bateau et on peut trouver des accords avec les pays d'origine, les pays de transit. Et les méchants, on les connaît, ils sont dans les listes. On sait qui est méchant, qui n'est pas méchant. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de visa pour gérer tout ça. Malheureusement, on reste dans une perspective de protection, de défense et avec, évidemment, encore plus grave dans beaucoup de pays européens,
c'est cette vision négative sur le monde musulman, sur l'islam, qui fait que tout cela soit pris comme un élément de grande inquiétude, angoisse. Non, toutes les théories de soumission, de remplacement de société, c'est tous des thèmes qu'il faut combattre et qu'il faut éliminer d'une façon dialoguer, d'une façon claire et dire les vérités, et montrer les vérités. Quand c'est faux, qui est non remplacement. Une société qui n'est pas sûre de leurs valeurs, c'est une société en péril. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une autre civilisation qui va essayer de se défendre. Non, c'est parce que vous-même, comme civilisation, vous n'avez pas confiance en vous-même. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas les autres qui vous menacent, c'est vous-même que vous n'êtes pas capable de défendre, d'être convaincu que vos principes et vos valeurs sont essentiels, mais avec le respect et l'écoute sur les autres. Parce qu'on peut trouver toujours défendre ses valeurs et en même temps reconnaître que d'autres personnes, d'autres sociétés, d'autres entités peuvent avoir leurs propres valeurs. Et tout cela a été utilisé d'une façon, à mon avis, erronée par les différents secteurs politiques dans différents pays et qui a mené à cette situation de tension et de rejet qui se manifeste malheureusement dans toute la situation actuelle au nord et au sud de la Méditerranée. Une autre question qui se rapporte plus généralement à la région maghrébine, pensez-vous qu'une union du Maghreb efficace et intégrée est encore possible aujourd'hui compte tenu de toutes les tensions dans la région? Ou du moins pensez-vous que l'Espagne et plus généralement l'Europe y ont intérêt? Évidemment, vous savez, quand on a commencé à construire, je vous ai parlé de cette période de construction, de rapport entre l'Espagne et le Maroc, c'était pas l'Espagne et le Maroc. Nous, en Espagne, la diplomatie espagnole, et moi-même comme membre de cette diplomatie, on a toujours intégré le rapport du Maroc dans une région qui est la sienne, qui est le Maghreb. Et à l'époque, c'était à la mode. Le succès de l'Union européenne demandait que pourquoi pas une union maghrébine. Et on a créé l'UMA. On a écrit l'UMA. Elle est toujours là. Il y a son siège à Rabat. Mais malheureusement, euh, ça ne marche pas étant donné la difficulté, la manque de relation entre l'Algérie et le Maroc. Et cela ne doit pas être abandonné, tout le contraire. Moi, je suis certain que l'affaire du Sahara, pour le résoudre définitivement, aura un chapitre maghrébin. Et, et c'est seulement par une construction maghrébine que le Maghreb aura plus de force. On est dans un monde complexe, comme dirait Edgar Morin. Il n'y a pas de solution simple. Il y a tous les facteurs qui s'entrecroisent. C'est-à-dire, on a besoin d'un bon rapport hispano-marocain, comme on a un bon rapport méditerranéen-Maroc, comme on a besoin d'une région maghrébine intégrée. On a besoin de superposer, d'intégrer les différents secteurs et vecteurs qui font de cette complexité actuelle une réalité. Et pour qu'il y ait un bon développement et un avenir de futur, le Maghreb doit être uni, doit être intégré. Ce n'est pas normal que les chiffres de commerce intra-maghrébins soient ridicules par rapport aux chiffres entre le Maghreb et les différents pays du Maghreb et l'Europe. C'est-à-dire que cela, c'est une tâche essentielle que l'Europe, évidemment l'Espagne, doivent continuer à soutenir, mais en fin de compte, c'est les citoyens maghrébins qui doivent lutter pour l'établir. Et vous savez, dans l'histoire, il y a des hauts et des bas, il y a des moments, il y a des reculs, des avancées, il y a des frustrations, il y a toujours de nouvelles opportunités. Et quand j'étudiais le Maghreb à l'époque,
il y avait des associations à Bruxelles, à Paris, à l'époque de l'indépendance. Les différents leaders maghrébins s'est entraînés, travaillaient ensemble. La Grande Étoile d'Afrique du Nord, beaucoup de mouvements d'associations qui travaillaient pour le Maghreb uni. Bon, je crois que le moment aussi est venu pour que les citoyens maghrébins puissent avoir cette volonté et travailler ensemble pour construire ce Maghreb uni. Enfin, dernière question, Monsieur Moratinos, et ce sera le mot de la fin. Si vous aviez un conseil à donner à des jeunes étudiants qui s'intéressent à la politique ou à la diplomatie, que leur diriez-vous? Bon, premièrement, il faut que vous soyez optimiste. Vous savez, le pessimisme, c'est le snobisme du XXe siècle. Non? Tout va mal, toutes les données sont négatives, la guerre, les enjeux que je vous ai essayé de transmettre pendant cette conversation. Et cela n'empêche pas que finalement, l'évolution humaine a été toujours une évolution qui a cherché à améliorer le sort et le futur de nous tous. Alors, il faut être positif, il faut être optimiste et il faut s'engager. Il faut s'engager avec les données. Vous êtes une génération mieux préparée que les précédentes, que notre génération. Vous avez de formation, de point de vue intellectuel, éducationnel, technologique, bien plus élevé que notre génération. C'est vrai, vous confrontez un monde en plein changement, où l'existence de Sapiens est mise en question parce que l'intelligence artificielle peut mettre en question même la vie de nous comme êtres humains. Mais cela dit, c'est à vous. C'est à vous de s'engager. C'est à vous de marquer le pas et peut se faire. Et chaque histoire a eu besoin de nouvelles générations qui luttent pour des idéaux de paix, des idéaux de justice, de liberté. Et ça peut se faire, mais vivre ensemble. Tous ceux qui disent que va se renfermer dans un monde occidental vis-à-vis des autres, ça n'a aucun sens. Ça ne tient pas. C'est impossible. Aujourd'hui, quand on a vu la crise du Covid, quand on a vu les impacts de la guerre d'Ukraine, on est dans un monde interconnecté qui ne peut pas, chaque événement impacte sur les autres. Alors, on doit vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est difficile. Respecter chacun d'entre nous. On ne peut pas imposer un modèle. Notre modèle, moi, je suis fier d'être occidental, je défends mes valeurs, mes principes. Je ne renonce pas à mon entité européenne, mais en même temps, je dois m'efforcer à comprendre les autres. Et les autres, ils doivent nous comprendre. Et si on ne fait pas cet effort, vous aurez une tâche négative. Mais c'est fini le monde où un acteur imposait les règles à d'autres. Il faut vivre ensemble. On est une seule humanité, comme on dit dans l'Alliance de civilisation, avec beaucoup de plusieurs cultures, identités et civilisations. Et ensemble, on peut faire un monde meilleur. Il faut sauver la planète, oui, oui, c'est évidemment. Mais si on sauve la planète, on ne se sauve pas nous. Bon, la nature aura gagné. Mais on sera nous, avec une guerre nucléaire. Il y aura des pousses vertes qui vont peut-être être allumées, mais si on en a détruit toute l'humanité, serons-nous. Alors, c'est très bien de se mobiliser pour une planète verte, pour le changement climatique. Moi, je le fais, mais je me mobilise aussi pour sauver l'humanité et pour vivre ensemble. Les jeunes, il n'y a pas seulement Greta qui va sauver l'humanité, la planète. Il faut beaucoup de Greta pour que les gens vous respectent et que vous laissent
reconnaître ce qui est votre civilisation, votre culture, votre propre identité. Mais vous pouvez le faire. Vous avez tous les moyens, vous avez toutes les ressources, plus que nous, on l'a eu. Et c'est la seule chose, c'est une volonté de se mettre en un agenda de mobilisation et d'engagement pour la paix et l'avenir de nous tous. Bien sûr, cette Voilà. note d'espoir. Merci, Monsieur Moratinos, d'avoir accepté cette interview Science Maroc. Et merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices pour leur attention. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour de nouvelles émissions et merci encore. Merci à vous. Merci, Azuddin. Au revoir. À bientôt.